Le temps additionnel de l'UEFA Champions League sur Blue Sport vous est présenté par FedEx et PlayStation, sponsor officiel de l'UEFA Champions League. C'est une semaine importante de Ligue des Champions, de compétitions européennes en général. Troisième journée de la phase de groupe au programme ce soir et demain en ce qui concerne la compétition reine. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a des équipes qui ont fait un pas de géant vers les huitièmes de finale et d'autres qui vont devoir stresser un tout petit peu si elles veulent être de la partie au printemps prochain. Toute la rédaction de Blue Sport s'est mobilisée ce soir avec Vincent Rigolet et Nicolas Emenecre pour les matchs qu'ils ont suivis. Et puis évidemment Bernard Chaland ainsi que Philippe Senderos, nos consultants qui nous ont accompagnés tout au long de la soirée. Messieurs, soyez tous les bienvenus. On commence avec vous, Nicolas Emenecre, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses ce soir à Marseille. Marseille, on le rappelle, qui court toujours après un succès probant en Ligue des Champions. Et il ne fallait pas compter sur le public ce soir. Ah non, ça va bien en championnat pour les Marseillais. Un peu plus difficilement en Ligue des Champions avec 2 défaites jusque-là. Match à huis clos en raison des incidents répétés au Vélodrome, les derniers contre l'Eintracht Francfort lors de la dernière journée. Cela n'a pas empêché le match d'être retardé. D'abord de 10 minutes, puis de 15. Le quart du Sporting étant resté bloqué dans les bouchons. Et enfin, finalement, de 22, les Portugais se faisant attendre pour l'entrée des joueurs, ce qui a eu le don d'énerver les Marseillais et Igor Tudor. Bref, il a fallu être patient avant que ce choc des extrêmes ne débute entre le Sporting 6 points et l'OM 0 dans une ambiance qui a rappelé la période Covid. À la première minute, on ne sait pas si les joueurs de Tudor étaient encore énervés ou endormis. Ce qui est certain, c'est qu'ils n'étaient pas vraiment sur le terrain sur cette percée de Trincao. Quelle passivité de Balerdi puis de Verretou. On trouvera cependant bien plus malheureux encore dans cette première période. 13e minute, après une grosse occasion de chaque côté, je vous laisse imaginer ce qui va se passer après cette passe en retrait anodine. Le portier Adan tergiverse beaucoup trop, un partout. Alexis Sanchez est opportuniste. C'est le début d'un cauchemar pour le gardien du Sporting. Tudor n'est pas encore rassuré. 16e, Adan relance directement sur Guendouzi. Décalage à droite, ballon qui arrive à Klaus. Le centre pour la tête d'Harit. Le pauvre Adan pensait peut-être encore à sa relance manquée, à défaut de partager sa joie avec le public. Le buteur marocain le fait avec les téléspectateurs. Adan reste totalement scotché sur ses appuis. Marseille a renversé la vapeur en 3 minutes et nous ne sommes pas au bout de nos émotions et Adan de son cauchemar. Il durera au total 10 minutes. C'est cette sortie catastrophique qui y mettra fin. Monsieur Massa n'a pas eu à réfléchir longtemps. Carton rouge, le Sporting mené est à 10 pour plus d'1 heure. Et Franco Israël n'est pas plus heureux que son coéquipier. Le gardien remplaçant n'est sur le terrain que depuis 2 minutes lorsqu'Harit tire ce corner. Balerdi se rachète, coupable sur le but portugais. Le défenseur central inscrit le 3-1. Il y aura du boulot, beaucoup de boulot dans les prochains jours pour l'entraîneur des gardiens du club portugais. Les hommes de Ruben Amorim sont complètement sortis du match et même chanceux d'être encore à 10 après cette faute de Ricardo Esgaio. Monsieur Massa est clément avec uniquement sur le coup un carton jaune mêlé sans conséquence. L'entraîneur du Sporting, certainement fâché, aura beau utiliser son quota de changement à la pause avec 4 nouvelles entrées. Le match est joué, les visiteurs n'auront pas de meilleures occasions que ce tir lointain de Sotirios. Paul Lopez n'a pas eu à intervenir. Jamais inquiété, l'OM, lui, se contente de gérer son avantage. Il alourdit même le score avec le 2e but depuis son arrivée à Marseille de Mbemba, le défenseur central. Le 2e du championnat de France se relance dans ce groupe avec cette première victoire. Bien aidé
avouons-le, ce soir par les gardiens adverses. Catastrophique pour ce niveau de compétition. Ouais, c'est une victoire importante pour Marseille, hein, mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur qu'est-ce qui s'est passé avec ces gardiens. Incroyable. J'ai rarement vu ça. Adan, il a complètement perdu le fil en 10 minutes. Il n'avait pas encore encaissé jusque-là dans cette campagne. Et là, un monde s'est écroulé pour lui. Il a perdu ses moyens après ce premier but. Et les 2 erreurs successives qui font extrêmement mal à son équipe. Ça permet effectivement à Marseille de se relancer dans ce groupe. On va entendre une réaction. Vous l'avez vu tout à l'heure en action à l'œuvre. Maintenant, l'écoutez, c'est Amine Harit. On prend ce but très tôt, mais c'est dans les moments comme ça qu'on voit la force mentale d'une équipe. Et je pense que ce soir, on a montré, malgré toutes les critiques, et ce qui est justifié par rapport à ce début de campagne de Ligue des Champions. Mais je pense qu'on a montré du caractère et c'est comme ça qu'on doit faire tout le temps. Parce qu'on se doit de montrer ce visage-là quand on est l'Olympique de Marseille. L'autre match de ce groupe, c'était Francfort face à Tottenham. Ils avaient chacun une victoire et une défaite jusqu'à présent. Les 2 équipes se retrouvaient donc ce soir une première fois en Allemagne. Et c'est Johan Tachet qui nous résume le match. Dans un stade surchauffé par plus de 50 000 fans en folie, c'est Tottenham qui domine la première période. Les Spurs se créent plusieurs occasions, mais il manque à chaque fois quelques centimètres pour tromper Kevin Trapp. À l'image d'Harry Kane, un poil trop court ou peut-être un peu maladroit pour reprendre correctement ce centre de Minson à la 25e minute. À la pause, malgré de nombreuses tentatives, aucun tir n'a trouvé le cadre. Il faut attendre la 50e minute pour voir un premier ballon prendre la direction des filets. Le coup d'œil de Djibril Sow, auteur d'une ouverture aux petits oignons pour Hans Garknauf. Mais le jeune Allemand, à la limite du hors-jeu, manque sa reprise à bout portant d'Hugo Lloris. On en restera sur ce score de parité. Après 4 défaites consécutives face à des clubs allemands, Tottenham stoppe l'hémorragie, même si les Spurs peinent toujours autant à voyager puisque cela fait désormais une 7e rencontre sans victoire à l'extérieur en Europe. Série en cours. Et Tottenham qui avait également perdu ce week-end le match au sommet de Première League et qui... du coup, se fait distancer par Arsenal dans le championnat anglais. On va voir la situation mise à jour dans ce groupe D, avec le Sporting qui est toujours en tête, avec 6 points. Tottenham et Francfort avancent d'une unité, puis Marseille recolle au classement. Messieurs, c'est plus ouvert que jamais finalement dans ce groupe. On disait que c'était le groupe le plus homogène, celui qui permettait et laissait des chances à chacune de ces équipes de se qualifier. Ça se vérifie. C'est la réalité. Oui, effectivement, tout est possible dans ce groupe parce qu'on voit personne qui sort. Enfin, on ne peut pas dire une équipe a eu la malchance ou je ne sais pas quoi. Là, il y a vraiment personne qui sort du lot pour la qualification. Ouais, et comme l'a souligné tout à l'heure Amine Harit, ce genre de victoire, c'est typiquement le genre de match qui vous permet de lancer une campagne. Après 2 défaites initiales, tout d'un coup, de se dire on peut y arriver, on peut y aller. C'est sûr d'avoir une réaction comme ils l'ont eu ce soir. Des fois, le public à Marseille, ça peut être à double tranchant. Hein. Peut-être que dans une situation avec le public, ça peut être une pression supplémentaire et de revenir au score, ça peut être encore un peu plus difficile. Là, ce soir, il n'y avait pas le public, mais ils sont bien revenus et en très peu de temps, ils ont pu faire la différence. Et c'est peut-être cette victoire qui va leur permettre la semaine prochaine tout de suite enchaîner et puis d'enchaîner avec quelque chose au Portugal. Avec le déplacement à Lisbonne pour y affronter le Sporting. Tottenham recevra pour sa part à Londres l'Eintracht Francfort. Le groupe A maintenant, avec ce match très attendu, Vincent rigolait, c'était votre match qu'il fallait regarder ce soir, visiblement entre l'Ajax et Naples. Oh que oui, c'était absolument le match à voir. Alors avant de rentrer dans cette partie, l'info historique, on a assisté à la première rencontre officielle entre ces 2 équipes. Ça remontait à la Coupe des Villes de Foire, depuis la Coupe des Villes de Foire en 1970, un match qu'avait disputé un certain Johan Cruyff. Dans le stade qui porte son nom, l'ambiance est phénoménale dans cette partie. En tout cas, pour le moment, vous allez le voir, les Néerlandais qui n'ont pas peur du leader de Serie A. Blind remet ce ballon vers Bergwijn qui combine avec Taylor. Le centre est contré. Taylor frappe sur Kudus qui est donc crédité du 1-0. Je vous parlais d'une belle ambiance. Regardez cette célébration avec les supporters. 3e but en 3 matchs de Champions League pour le Ghanéen. C'est ce qu'on appelle être au bon endroit, au bon moment pour ce qui était tout simplement le premier tir cadré du match.
La réaction ne va pas traîner pour l'équipe de Spalletti. Action de grande classe, ça joue au foot à Naples cette saison et ça se sent. Oliveira sur le côté gauche a le temps de centrer. Raspadori, au deuxième poteau, peut placer sa tête. L'international italien, qui est en grande forme avec 2 buts pour la Squadra Azzurra lors du dernier rassemblement international, le confirme. C'est ouvert, il y a du rythme et du beau jeu. Début de match de rêve à Amsterdam, 1 partout et pas de temps mort. Mené, Naples est revenu au score et va faire encore mieux que ça. Corner joué à 2 entre Zielinski et Kvaratskhelia. Le centre est au millimètre et Di Lorenzo peut placer sa tête pour le 2-1. Naples est invaincu cette saison en 10 matchs toutes compétitions confondues. Et ce n'est pas parce qu'ils étaient menés que les Napolitains ont tremblé pour autant. On approche gentiment de la fin de la mi-temps. Lozano peut s'échapper côté droit pour centrer. La défense de l'Ajax est démobilisée sur ce contre et heureusement pour les Néerlandais, la frappe de Kaminski est en plein sur Pasveer, sinon le leader du groupe prenait un double avantage. Le Polonais pouvait frapper n'importe où ailleurs dans le cadre et c'était fait. Mais rassurez-vous, si vous aimez Piotr Zielinski, il n'a pas le temps de gamberger au vestiaire parce que juste avant la pause, un nouveau contre napolitain plein axe permet à Anguissa de lancer Zielinski qui cette fois-ci remporte son duel avec le portier néerlandais. Ça fait 3-1. Énorme première période des Italiens qui ont renversé l'Ajax et se permettent même d'avoir la possession à la Johan Cruyff Arena. Le leader du championnat italien n'est pas rassasié, le pressing continue et Pasveer relance directement sur Anguissa. Le Camerounais est facile et fait tout juste pour offrir le 4e but napolitain à Raspadori, 2 minutes seulement après le retour des vestiaires. Gros travail de l'ancien Marseillais qui a parfaitement profité de cette mauvaise relance. 4-1, ça tourne à la démonstration. Malheureusement pour les fans de l'Ajax, c'est pas fini. Kvaratskhelia sur le côté gauche trouve un relais avec Raspadori. C'est facile, très facile, trop facile. Le Géorgien, meilleur buteur de Naples en Serie A, marque le premier but en Champions League de sa carrière, certainement pas le dernier. En 3 matchs, Naples a marqué 12 buts à ce moment-ci du match, un record pour une équipe italienne, des stats en mode Bayern. Ça commence à faire beaucoup dans les tribunes, on agite le drapeau blanc. Certains supporters sont partis à l'heure de jeu, un peu comme Tadic, qui lui aussi décide de ne pas regarder la fin de ce match avec un 2e jaune. Quand même le capitaine quitte le navire, c'est mauvais signe en général. Et donc logiquement, le naufrage. Ndombele lance Simeone, les 2 hommes sont entrés en jeu et l'attaquant s'offre un 2e but dans cette campagne de Champions League. Pas besoin de vous faire un dessin, c'est écrit sur les visages. L'Ajax n'avait tout simplement jamais encaissé 6 buts dans un match de Coupe d'Europe dans l'ensemble de son histoire. Le Napoli se place en véritable outsider de cette Champions League et pour être franc, je ne l'avais pas vu venir. 13 buts marqués, 2 encaissés, 9 points propres. Ouais, impressionnant ce Napoli. Alors, un mot d'abord sur la performance de Naples. Offensivement, là, c'était un festival aujourd'hui. Ouais, festival offensif. On a vu tous les joueurs du milieu de terrain portés vers l'offensive et puis tous les attaquants mis en évidence. Donc, super performance à l'extérieur, qui plus est. Donc, super performance du Naples. Ouais. Et l'Ajax a coulé, hein, la défense, prise de vitesse de partout. Ça va, vous survivez? Oui, non, mais parce que voilà, c'est aussi l'Ajax. L'Ajax est une équipe qui prône le jeu offensif et quand ça tourne pas derrière, on peut pas se rattraper en jouant, en restant derrière, etc. Ils continuent de jouer et puis ils prennent des buts encore. Non, mais c'est un accident. Il faut relever, je dirais, moi je ne vais pas trop m'attarder sur la performance d'Ajax, mais relever la grande performance, une fois de plus, de Napoli, qui confirme ce début de saison étincelant et qui confirme qu'elle a fait des transferts exceptionnels, parce qu'on a vu Raspadori, on a vu Simeone, on a vu Kvaratskhelia, Anguissa, tout le monde est là, tout le monde marque des buts, le milieu, le Lobotka, c'est vraiment une équipe qui a trouvé un équilibre exceptionnel. On n'attendait pas ça. Même Spalletti, je pense, doit être surpris de ce qu'il a fait avec cette équipe, de ce qu'il fait avec cette équipe, disons. Comme quoi, le 4-1 d'ouverture face à Liverpool, c'était pas dû au hasard pour Naples qui poursuit sa lancée et ce festival offensif. Liverpool, parlons-en. Duel britannique qui attendait les Reds. Liverpool, avec cette défaite initiale face à Naples, il faut marquer des points maintenant. Il faut aller de l'avant. Et ce match, il y avait un spectateur très, très attentif. C'était notre collègue, Yoann Tachet.
En mal de confiance ces dernières semaines, Liverpool est parfaitement entré dans sa partie. 7e minute, la patte de velours de Trent Alexander-Arnold nettoie la lucarne de McGregor pour l'ouverture du score. Le geste technique est magnifique pour le défenseur anglais qui fait taire les récentes critiques à son encontre, même si les 40 ans d'Alan McGregor ont pesé sur la vitesse de réaction du portier écossais. Au quart d'heure de jeu, McGregor montre qu'il a toujours de bons restes. Malgré la quarantaine, le portier va s'imposer devant Mohamed Salah. L'Égyptien s'amuse dans la défense des visiteurs, mais la spéciale enroulée de l'Égyptien est bien détournée par le gardien des Rangers. Les Écossais sont dépassés mais peuvent compter sur McGregor qui maintient les siens dans la partie. Le vétéran écossais se fait encore l'auteur de plusieurs parades, dont ce réflexe devant Darwin Núñez. L'Uruguayen, très remuant sur le front de l'attaque des Reds, devra encore patienter avant d'ouvrir son compteur pour Liverpool sur la scène continentale. Les Scousers ne desserrent pas les teintes pour autant. À la 53e minute, Lundstram et King joignent leur effort pour stopper Luis Diaz. En vain, King déséquilibre le Colombien dans sa surface de réparation. M. Turpin n'hésite pas pour indiquer le point de pénalty. L'artificier attitré, Mohamed Salah prend ses responsabilités. Plein milieu, l'Égyptien peut offrir un break d'avance à ses couleurs et en profite pour inscrire son 35e but en Ligue des Champions. Un joli cadeau pour celui qui dispute sa 59e partie en C1 pour Liverpool. Le 3e meilleur total derrière Carragher et Gerrard. Liverpool s'impose sans trembler face aux voisins écossais. Reste que les joueurs de Jürgen Klopp devront encore soigner la finition lors de leur prochaine sortie pour retrouver pleinement leur confiance. Les Reds ont assuré l'essentiel ce soir dans ce groupe A qui est dominé pour l'instant par Naples. 3 matchs, 3 victoires convaincantes avec, vous le voyez, un différentiel de plus 11 au niveau des buts marqués et encaissés. 6 points pour Liverpool, l'Ajax en 3e position et les Rangers qui sont toujours derniers. C'est vrai que Naples impressionne aussi bien en championnat qu'en Serie A, mais comme on dit dans ces cas-là, messieurs, hein, c'est... Être en forme maintenant, c'est bien, parce qu'il faut l'être pour participer au 8e de finale. Oui. Mais c'est au printemps qu'on verra effectivement si cette équipe est capable de faire quelque chose. C'est sûr qu'on voit une bonne équipe sur la continuité, mais là, ils font un super début de saison et je pense que la confiance est en train de monter. On voit les joueurs qui rentrent, qui font aussi la différence. Donc, c'est tout un collectif qui va prendre cette confiance et on l'espère va continuer. Le groupe B maintenant, un groupe... étonnant, là aussi avec un leader surprise avant d'aborder cette soirée. C'est Bruges qui avait remporté ses 2 premiers matchs. Ça, c'est la première surprise. Puis l'autre surprise, Nicolas Emenecre, c'est que celui dont on parlait dans l'émission de présentation de la soirée, Antoine Griezmann, était titulaire. Ouais, vous allez peut-être m'aider à expliquer tout ce qui concerne Antoine Griezmann. Il ne peut pas trop jouer, en résumé. En résumé, il peut jouer plus de 45 minutes lors de 17,5% des rencontres de la saison. On fait une moyenne, disons qu'il a une dizaine de parties de toute la saison où il pourra jouer plus de 45 minutes. Autrement, l'Atlético de Madrid devra lever l'option de 40 millions d'euros pour le Barça. Et ce n'est pas le but. Bruges, 5e phase de groupe de suite. Et durant ce laps de temps, jamais passé en 8e. Pourquoi pas l'occasion aujourd'hui? Griezmann, évidemment, c'était l'homme attendu pour cette rencontre au milieu de ses coéquipiers. Donc, Koké qui a battu samedi le record de présence avec l'Atlético. Aujourd'hui, 555e match pour lui avec son club. Griezmann, on va le suivre durant cette rencontre. Il va se créer la première opportunité à la 18e minute. Mignolet est sur la trajectoire. C'est la première tentative cadrée dans cette partie. Il y en aura une encore pour les Espagnols dans la foulée pour Morata qui ne fera pas plus mouche. Et du côté du champion de Belgique, il y a un joueur espagnol qui est très en vue cette saison. C'est le numéro 9, c'est Jude Gla, l'ancien du Barça, trouve à la 36e Sowa pour son 2e but dans cette campagne. C'est la première frappe cadrée des Belges dans cette rencontre en pleine confiance après leurs 2 premières victoires contre le Bayer Leverkusen et Porto. L'incroyable travail de Jude Gla. Avant cette partie, il était à 13 matchs, 7 buts, 4 assists. Il améliore encore son total. Bruges mène à la pause et Bruges revient très fort des vestiaires alors que l'on s'attendait à une réaction des Espagnols. Encore Jude Gla
et magnifique réaction d'Oblak, mais on apprécie tout le talent de ce jeune joueur formé à la Masia, évidemment. 62e minute. Le duo Buchanan et encore Jutgla va faire des dégâts. Jutgla est à la conclusion. 2-0, c'est magnifique, mais on apprécie aussi le travail du Canadien en pivot, dos au but, qui est patient et qui tourne en bourrique la défense adverse avant de libérer son coéquipier. C'est pas spectaculaire, mais c'est extrêmement bien joué et surtout ça fait 2-0 pour l'équipe surprise de ce groupe B. L'Atlético va essayer de revenir, va pousser et va obtenir une chance. Ici, avec cette mésentente dans la défense centrale, on est passé extrêmement près de la réduction du score. Mésentente d'abord et c'est Silla qui dévie presque dans son propre but. Le temps presse, 75e minute déjà et énorme occasion pour les Madrilènes de revenir. Penalty accordé par M. Kovacs, le Roumain, pour cette faute de Nilsson sur Cunha. Elle est indiscutable. Griezmann, on le retrouve en force. Mignolet sauvé par sa barre transversale. Ça ne veut pas pour Griezmann, ça ne veut pas pour l'Atlético de Madrid. Bruges s'est imposé pour la 3e fois. Les Brugeois sont déjà très près d'une qualification pour les 8e de finale. Ça n'est jamais arrivé. Alors, une victoire, ok. Une deuxième, c'est déjà plus du hasard. Mais une troisième, là, c'est bien la preuve que Bruges n'est pas une petite équipe. On ne les considérait pas comme tels, hein, mais le football belge, on en parlait là aussi en avant-match, a fait un gros pas en avant. On le répète, hein, c'est quand même le champion de Belgique, d'un championnat qui est pas facile. Et puis de l'expérience maintenant qui a été engrangée en Champions League. Une équipe qui peut-être aussi chaque année s'améliore et a des moyens aussi. La Champions League apporte des moyens pour compléter l'équipe, pour faire les transferts intéressants, à l'image de Jutgla. Bon, il était déjà là ou bien? Il est arrivé cette saison. Il est arrivé cette saison, voilà, pour aller chercher ce genre de joueur peut-être. Et ce qui fait que, voilà, on a un candidat intéressant alors qu'on ne l'attendait pas. Mais la perf de battre coup sur coup un club allemand. Je cherchais l'ordre. Allemand, portugais et l'Atlético. 4-0 à Porto, hein, quand même. On parle là quand même de gros adversaires en plus. Hein. C'est une performance qui est à noter. Hein, et ça fait partie des bonnes surprises. Oui, c'est clair que ça fait partie d'une bonne surprise. Et puis du beau football, on l'a vu ce soir. Hein. Ils n'ont pas démérité. Je pense qu'ils ont eu aussi des occasions claires contre l'Atlético Madrid. Après, avec 9 points après 3 journées, on peut rien demander de plus. Maintenant, il faut continuer. Le gardien de Bruges est à l'interview. On écoute Simon Mignolet. Non, exactement. J'ai senti déjà beaucoup de choses ici dans le stade, mais cette soirée, c'est quelque chose de nouveau, c'est spécial. Avec les supporters, ils méritent aussi, mais d'abord, je crois qu'on a joué un très bon match à nouveau. On fait notre boulot, à nouveau le 0, ça veut dire quelque chose aussi, parce que 3 phases de filet, c'est pas facile. Donc on a fait notre boulot en attaque, mais aussi défensivement. Le deuxième mi-temps était difficile, parce qu'il mettait beaucoup de pressing. Mais on restait calme, on a une petite chance avec le penalty aussi, je ne crois pas que c'est penalty, mais puis le transversal est nous. Donc je suis très content parce que, comme tu dis, ce n'est pas seulement bien pour Bruges, mais pour tout le foot belge. Il a parfaitement raison, Simon Mignolet. Il insiste aussi sur le fait que c'est encore un match à 0. Encore un blanchissage pour les Belges. Regardez le classement de ce groupe B avec des Belges qui sont en tête avec 3 matchs, 3 victoires, 9 points, mais surtout donc 7 buts marqués et aucun but encaissé. Ah oui, on doit parler... Moi, je suis parti sur le classement... Vous m'avez tué le suspense. Oui, non. Regardez, vous inquiétez. Les gens ils sont restés focalisés sur Bruges.
Mais ça, c'est la faute à la régie qui m'a suivi pour une fois. D'habitude, ils me contredisent et puis ils me disent non, il faut d'abord faire Porto-Leverkusen. Oui, on fait d'abord Porto-Leverkusen. Pas de problème, Nicolas Emenech, je ne vais pas vous zapper. Porto avait donc perdu... Il s'est passé des choses en plus. Oui. Porto avait perdu ses 2 premiers matchs, donc il fallait absolument qu'ils réagissent. Et puis, on n'oublie pas que sur le banc de Leverkusen, il y a un Suisse, il y a Gerardo Seoane qui transpire un peu. Ça ne sent pas très bon pour Gerardo Seoane, qui est actuellement 17e en Bundesliga après 8 journées, qui a un directeur général qui a déjà dit qu'il avait une solution sous la main pour le remplacer. Donc, obligation de résultat à l'Estadio do Dragão pour les Allemands et surtout pour l'entraîneur helvétique. Dans cette partie, la première action que l'on découvre, c'est au quart d'heure de jeu avec la récupération à mi-terrain et une action en rupture. Pour les Allemands qui jouent en rouge, cette action va se terminer par l'ouverture du score. La joie énorme pour les joueurs de Gerardo Seoane qui va être très vite freiné par Monsieur Taylor qui va aller regarder la vidéo. Et très franchement, si faute, il y a, à mon sens, elle est légère. J'ai pas le sentiment que Andrich, en l'occurrence, marche sur le pied de son adversaire. C'est la décision d'Anthony Taylor et on comprend l'étonnement de Gerardo Seoane. 41e minute, suivez très bien cette action. Le centre et la tentative de Schick, l'intervention de Diogo Costa, des réclamations allemandes et une contre-attaque immédiatement lancée. C'est un 4 contre 4 avec énormément d'espace pour Porto. Porto qui va aller jusque dans les 16 mètres. L'échange entre Taremi et Pepe, conclusion de l'Iranien et nouvelle intervention de la VAR, cette fois-ci pour sanctionner le défenseur portugais David Carmo à l'origine de cette scène. On a donc retraversé le terrain, but pour Porto, annulé évidemment, penalty pour Leverkusen. Patrick Schick se présente et échoue contre Diogo Costa juste avant la mi-temps. La magnifique intervention du portier né en Suisse et l'échec du meilleur buteur du dernier Euro. Action magnifique à nouveau. On l'a vu tout à l'heure, un contre de Manuel. Regardez à quelle vitesse les Portugais à la 69e minute vont se retrouver dans les 16 mètres. Cette fois-ci, ça fait bien 1-0 et ça fait extrêmement mal, mais à pression. Cette sortie de balle à une touche. Voilà le football portugais que l'on apprécie. Ensuite, il faut quand même mener un peu le ballon à plus qu'une touche. Et le centre trouve Zaidou. C'était Taremi, encore une fois, qui était impliqué dans cette action. Très mauvais moment pour le Bayer Leverkusen. On a le sentiment quand même que Radecki peut mieux faire le portier sur cette action. La 87e minute arrive. Leverkusen a essayé, mais Leverkusen a eu beaucoup de difficultés à se montrer encore dangereux sur un contre. Le 2-0 qui pouvait arrive. C'est Galeno qui conclut, qui a pu profiter de certains espaces. Là aussi, action en transition extrêmement rapide de Leverkusen. 5 lignes donc. 2-0, on vous le confirme, Mike. Leverkusen qui a encore perdu Frimpong expulsé en fin de rencontre et on a beaucoup de soucis à se faire pour l'avenir de Gerardo Seoane à la tête de ce club. On peine à imaginer qu'il va poursuivre sa tâche si les dirigeants confirment leurs intentions. Oui, en difficulté donc sur la scène nationale, en difficulté également sur la scène européenne. C'est peut-être la dernière interview de Gerardo Seoane, entraîneur du Bayer Leverkusen, que l'on va entendre maintenant. Ja, wie Sie sagen, ein wildes Spiel. Aktionen hüben wie drüben, viele Torszenen, viele Emotionen auch. Ich glaube, wir haben uns nicht belohnt für die Leistungen, die wir über weite Strecken auch gezeigt haben heute. Dass der Spielverlauf schlussendlich nicht für uns gelaufen ist, hat einen wichtigen Einfluss auch am Schluss auf das Resultat. Le match n'a pas tourné comme espéré, avec beaucoup de scènes, beaucoup de choses à retenir de cette rencontre. Mais au final, voilà, c'est une défaite pour Leverkusen sur le score de 2-0 à Porto. Donc, vous faites comme si vous n'aviez rien vu tout à l'heure et on découvre le classement de ce groupe B avec Bruges qui n'a toujours pas encaissé de but.
7 buts marqués, 0 but encaissé pour Bruges. 3 matchs et 3 victoires. Et donc, cette situation extrêmement serrée entre Porto, Leverkusen et Atlético. 3 équipes qui ont chacune 3 points. Donc là, on peut se dire que Bruges a un pied en 8e de finale, en tout cas en Europa League, la 3e place en tout cas. Maintenant, qui de Leverkusen, de l'Atlético ou de Porto va se sortir de cette mêlée? Impossible à dire. Impossible à dire aujourd'hui. Ouais. Sur les performances des diverses équipes, les équipes sont assez proches l'une de l'autre quand même, et ça tient justement à quelques événements. On dit des détails, mais ce n'est pas un détail. C'est quelques événements qui tournent pour toi ou contre toi et finalement qui te donnent la victoire ou la défaite. Donc, je crois que tout peut arriver sur les 3 équipes qui viennent derrière Bruges. L'exemple de Chic est assez parlant, qui rate le penalty. Si là, il marque, ça change peut-être toute la donnée de cette poule. Ouais. À suivre donc la semaine prochaine, les matchs retour, vous l'avez compris. Bruges ira jouer à Madrid et puis le Bayer Leverkusen, avec Ousson Gérard-Océané sur le banc, recevra Porto. Ce sera mercredi prochain. Dernier groupe, le groupe C, avec vous Vincent et le Bayern, qui n'a pas failli à la tâche ce soir face à l'équipe supposée, présumée comme étant la moins forte de ce groupe. Non, c'est vrai, on a eu un match à sens unique en début de soirée à Munich. Le Bayern qui est la seule équipe à avoir fait le plein dans ce groupe C jusque-là et qui avait l'occasion donc de prendre le large puisque ces 2 poursuivants s'affrontaient. On verra ça évidemment tout à l'heure. Il ne faut pas attendre bien longtemps pour voir les Bavarois prendre la main dans ce match. Le Roi Sané qui récupère à mi-terrain trouve un relais avec Musiala et va au bout de son action. Le but est splendide. Mais il faut quand même relever que le gardien Tverden aurait pu mieux faire. Le portier numéro 1 du Victoria, Staniek, qui s'est blessé face à la Suisse mardi dernier. Rappelez-vous. C'est trop facile pour le Bayern qui se promène sur son terrain. Goretzka qui trouve son compère Gnabry dans l'axe. Plat du pied, sécurité et 2-0 à la 13e déjà. La soirée qui s'annonce longue pour Michal Bilek, le coach tchèque. Dire que les Allemands jouent sans Kimmich ni Müller, tous deux infectés par le Covid. C'est rude, la Champions League pour Pilsen. Après Sané et Gnabry, Mané. Un sombrero, un contre favorable. La vitesse nécessaire et le 3e pour les Bavarois. Premier but de Sadio Mané pour le Bayern dans cette compétition. Le Sénégalais qui a également marqué ce week-end lors de la victoire 4-0 de son équipe sur Leverkusen. Un but toutes les 7 minutes. Si on poursuit sur cette moyenne, Mike, parce que je suis sûr que ça vous intéresse, on termine ce match à 12-0. Et l'émission a passé minuit. Ouais, bonne nouvelle pour les champions tchèques, le Bayern n'a pas marqué à la 28e, ni dans le reste de cette première mi-temps à sens unique. Mauvaise nouvelle, ça repart très fort en deuxième période. Mané voit le départ de Sané, le contrôle est une petite merveille et ça fait 4-0. Doublé pour Sané qui a marqué plus de buts en Champions League qu'en Bundesliga dans ce début de saison. La fête n'est pas terminée, à la différence de l'Oktoberfest qui vient de prendre fin. C'est un peu les prolongations pour le public présent. Choupo-Moting entré à la mi-temps est servi par Goretzka. L'attaquant camerounais ne laisse aucune chance à Tverden et inscrit le 5e. 5-0, c'était le score final la dernière fois que ces deux équipes se sont affrontées il y a 9 ans. L'histoire est un éternel recommencement, paraît-il. Le Bayern qui a donc remporté ses 13 derniers matchs de phase de groupe à Munich et n'a plus perdu en poule depuis 31 rencontres. Un record tranquille. Ouais, c'est fort le Bayern, impressionnant. Pas seulement ce soir, mais ils ont démontré qu'effectivement, ils répondaient présents sur ce genre de match piège. Ouais, match piège, comme l'a dit le consultant, c'est pas facile d'aller gagner à Munich. Et on voit c'est vraiment un rouleau compresseur. Ça attaque de tous les côtés, des joueurs offensifs qui se projettent. C'est une équipe redoutable à la maison en tout cas. Et on le voit en championnat encore aussi à l'extérieur. Bayern a donc joué en fin d'après-midi. Ça veut dire que quand l'Inter et le Barça sont venus sur le terrain, ils connaissaient le résultat. Ils savaient que le Bayern s'échappait en tête du classement. Et ça donnait encore un peu plus de piment à ce match entre l'Inter et le Barça. Philippe Senderos et Bernard Chaland voyaient plutôt une victoire du Barça ce soir. On en est passé très très loin. Tout ça parce que l'Inter a largement dominé cette rencontre. En tout cas, la première mi-temps. Et une première mi-temps qui commence fort pour les Italiens. Ce tir
de la 7e minute de Çalhanoğlu. Tir violent sur ce ballon qui semblait perdu et Ter Stegen peut dévier. Mais on a vu un Inter aller vraiment de l'avant, sans complexe, sans peur, sans avoir des craintes par rapport au Barça. Ouais, on pensait que l'Inter allait devoir défendre. Ils ont dû défendre, effectivement, et qu'ils allaient profiter des contres, des quelques situations contre. Et ils l'ont très, très bien fait. Mais ils ont très, très bien défendu en première mi-temps. Et là, on a une demi-occasion. C'est la seule en première mi-temps de Dembélé qui, pour une fois, se libère sur le côté, ce qu'il n'a pas réussi à faire pratiquement pendant tout le match, sauf une fois encore aussi en deuxième mi-temps par l'extérieur aussi. Alors on a vu Çalhanoğlu solliciter Ter Stegen à la 7e minute. Mais là, Ter Stegen ne pourra rien faire sur ce tir. C'est l'ouverture du score. On est dans le temps additionnel de la première période. Et l'Inter, même sans avoir été génial, mais mérite parfaitement cet avantage à la pause. Ouais, ils ont été plus dangereux que le Barça, même s'ils n'ont pas eu la possession de balle. Ils ont bien défendu et ils ont pu faire la différence sur les occasions qu'ils ont eues. Il fallait une réaction du Barça en deuxième mi-temps. Elle va arriver. Hein. C'est vrai que la deuxième mi-temps, elle a été largement à l'avantage des Catalans. On a peu vu l'Inter à l'offensive. On a surtout vu le Barça. Dembélé très remuant parce que Robert Lewandowski, lui, ça va se demander s'il était vraiment sur le terrain. Dembélé, on va le retrouver donc juste après l'heure de jeu avec ce tir. Tout à l'heure, il était sur la droite. Là, on va le retrouver sur la gauche. Ce tir que Onana a touché, mais c'est surtout le poteau. C'est le poteau, oui. Oui, c'est le poteau. Donc ça, c'est la très très belle chance pour Barcelone. Mais il n'y a pas eu beaucoup. Égalisation pour le Barça à la 67e minute. Encore une fois, Dembélé qui fait la différence. Ça, c'est un très très joli travail du Français. Et puis Pedri à la conclusion. Sauf que, ça avait échappé à tout le monde en direct, mais pas à la VAR. Regardez la faute de main de Ansu Fati. Le ballon qui touche la main, volontaire, pas volontaire, peu importe. Faute de main en phase offensive, but droit derrière, on annule le but. Xavi pas content, vous le voyez, qui prend un carton jaune pour avoir protesté, mais la décision, elle est correcte et ce but est donc annulé. Et puis, il y aura ensuite cette nouvelle situation un peu litigieuse dans les 16 mètres avec des Espagnols qui réclament une faute de main. Et là, messieurs, votre avis m'intéresse également parce que c'est difficile d'avoir une opinion claire et précise sur la base des ralentis. Comme le disait tout à l'heure en direct Stéphane Amoroso, il y en a certains qui nous tendraient à penser qu'il n'y a pas faute de main et d'autres qui nous feraient penser qu'il y a bel et bien faute de main. Par exemple, celui-là. Et je vous vois tout aussi emprunté au moment de trancher, d'affirmer une position. Ouais, c'est très difficile, même si on pense qu'il touche le ballon de la main, mais c'est difficile avec le ralenti qu'on a. On a vu le Barça quand même assez emprunté à trouver des solutions vers l'intérieur. On a vu un nombre de centres énorme de la part du Barça. C'est une des fois où on a vu le Barça centrer le plus de fois le ballon. 50 centres au total. Et ça montre que déjà l'Inter a bien défendu sur les centres et aussi a bien bloqué l'axe et qui n'a pas donné de solution au Barça. Bernard, pas mieux sur le penalty? C'est intéressant parce que même avec la VAR, on ne peut pas le dire. Oui. C'est rare quand même. C'est rare que la VAR nous donne rien. Et là, on n'a pas une caméra, puisqu'on a toujours l'épaule de joue, la perspective, où on a l'impression que derrière, le ballon est un petit peu touché. Donc s'il est touché, c'est automatiquement par le bras. Mais est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. Et c'est un problème. Voilà, c'est de nouveau un problème de VAR, parce que la VAR ne nous dit rien du tout. On a l'habitude d'autre chose, mais voilà. Ouais.
Et tant qu'ils n'ont pas dit quelque chose de faux, ça va. Voilà, on peut pas... C'est mieux ça. Oui, mais alors elle sert à rien si elle ne nous donne pas la solution sur ce genre d'action. Le seul qui sait, c'est Dumfries, puis il le dira peut-être à ses coéquipiers dans le vestiaire. Voilà. Dans un livre dans 10 ans. Voilà, exactement. Voilà. Rappelez-vous, à San Siro, Juan Giuseppe Meazza, c'est long. J'avais touché le ballon de la main. Bon, sérieusement, on va écouter l'homme du match, le seul buteur, le joueur de l'Inter, Hakan Çalhanoğlu. Sì, era molto importante oggi, anche per noi era un segnale per lasciare vedere altri tifosi nostri che sono sempre dietro di noi, anche l'ultima partita quando abbiamo perso erano sempre dietro di noi, hanno dato una grande mano, oggi abbiamo dimostrato come squadra che abbiamo meritato. Si vous n'avez pas tout compris, c'est normal. Hein. Ce n'est pas un problème chez vous, c'est un problème d'interview. On s'en excuse. Ce qu'on a réussi à comprendre, c'est que c'était important de gagner aujourd'hui, pas seulement pour l'équipe, mais aussi pour le public qui était présent ce soir, qui était toujours derrière l'équipe, malgré les circonstances et les temps difficiles que traverse actuellement l'Inter, puisqu'on le rappelle, les Italiens dans leur championnat en sont pour l'instant à 8 matchs, 4 victoires et 4 défaites. Un joueur à écouter du côté barcelonais, j'espère qu'on l'entendra mieux, c'est Sergi Roberto. Da igual, cada año van cambiando. Creo que ni los jugadores ni ellos mismos saben lo que pitan, porque creo que ha sido la misma jugada, entonces no lo entiendo. ¿Qué os ha dicho a vosotros? ¿Os ha dicho alguna explicación? ¿Os la ha dado? No, yo no estaba en la jugada, no he ido a hablar con él, pero bueno, a ver, no sé. O sea, tendrá sus motivos, no lo sé. Bon, on enverra à Sergi Roberto l'explication qu'on a faite tout à l'heure, pourquoi le but du Barça a été annulé. Il dit qu'il ne comprend pas pourquoi d'un côté on siffle, on annule le but et de l'autre côté on ne siffle pas le penalty. Il faudra lui expliquer que ce n'est pas tout à fait les mêmes circonstances. Il y a une phase d'attaque, il y a une phase de défense. Bref, on se rend compte parfois que les joueurs eux-mêmes ne sont pas au courant des règlements et il y a beaucoup de travail à ce niveau-là. Et on s'excuse encore pour la qualité pourrie du son de cette interview. On n'y était pour rien sur ce coup-là, ce n'était pas de ma faute. Le classement de ce groupe C, si je retrouve ma feuille, ça ira beaucoup mieux pour que je puisse vraiment ne pas vous dire trop de bêtises. C'est pas grave. Le Bayern, Bayern 3 matchs 9 points, l'Inter 3 matchs 6 points, le Barça 3 matchs 3 points. Donc il faudra vraiment réagir pour le Barça la semaine prochaine lors de la réception de l'Inter pour le Victoria Pilsen. Ça sent quand même assez compromis et mal barré pour obtenir quoi que ce soit dans cette phase de groupe de la Ligue des Champions. On arrive gentiment au terme de cette soirée. Messieurs, j'aime bien vous demander comme ça en rapide tour de table, parce qu'on a encore 2 minutes à disposition, une même, donc on va aller très vite. Qu'est-ce que vous retenez de cette soirée? La démo de Naples, clair et net, outsider, qui se passe en outsider pour cette Ligue des Champions. Bernard. Un petit peu de déception pour le Barça, j'attendais autre chose. Ouais. Nicolas? Un joueur qui passe 10 minutes comme Adan à Marseille ce soir, catastrophique, c'est pas tous les jours. Le pauvre. Ouais. Philippe? Performance défensive de l'Inter ce soir. Ouais, qui a donc muselé le Barça. Bah voilà pour cette première soirée de la 3e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Demain, on va se retrouver à partir de 20h15 avec notamment le Benfica qui reçoit le Paris Saint-Germain comme match studio, match fil rouge. Mais on suivra évidemment toutes les autres rencontres. Merci messieurs d'avoir été avec nous. À très vite sur ce plateau. Merci à vous évidemment pour votre fidélité. À demain pour la suite de cette Ligue des Champions. Le temps additionnel de l'UEFA Champions League sur Blue Sport vous a été présenté par FedEx et PlayStation, sponsor officiel de l'UEFA Champions League.